Bonjour à tous. Du coup, on va commencer la table ronde. Du coup, c'est une table ronde qui a été... c'est l'organisation Qu'est-ce que quoi qui l'organise. Donc, c'est une association étudiante qui cherche à vulgariser la transmission de savoir aussi, donc universitaire, militant. Donc aujourd'hui, c'est une table ronde sur les inégalités scolaires. Je vais vous expliquer vite fait comment ça va se dérouler. Donc en gros, je pose une question aux intervenants, ils répondent chacun à leur tour comme ils peuvent. Donc après, à la fin de la question, il y a 10 minutes laissées au public pour poser du coup des questions, mais spécifiquement sur le thème qu'on aura abordé. Il y aura une dizaine de minutes pour ça. Après, on va du coup dérouler les 4 questions et à la fin, normalement il nous restera du temps, une petite demi-heure pour poser des questions d'ordre plus général sur les inégalités scolaires ou alors en lien avec les questions qu'on a déjà abordées avant si on n'a pas eu le temps d'en parler. Voilà, je vais laisser les intervenants se présenter. Vas-y Chantal, tu te présentes ? Tu te présentes, Chantal ? Oui, mais... Le micro, il est... Oh, j'ai peut-être pas besoin de micro, tout le monde m'entend ? Non, si, tu as besoin de micro. Ah bon, aussi. j'ai besoin d'un micro. Hey, Non, mais je me rends pas compte, c'est une immense salle alors. Ouais, c'est une immense salle. Remplie avec des milliers de personnes. Voilà, c'est ça. Proche du stade de foot. Chantal Beauchamp du réseau Éducation sans frontières d'Indre-et-Loire. Et je me propose d'intervenir plus spécifiquement, au fur et à mesure des questions qui pourront être posées, sur la situation particulière des étudiants étrangers non européens, qui ont des problèmes tout à fait spécifiques. Alors, Dominique Seguetchian, je suis également membre du réseau Éducation sans frontières. J'étais enseignante dans un collège REP+, à La Rabière, à Joué-les-Tours. Je suis également membre d'une association qui s'appelle le CRAP et qui publie les cahiers pédagogiques. Et enfin, administratrice bénévole dans une association de prévention spécialisée à Joué-les-Tours, l'APSER. Donc la question des inégalités scolaires, je la vois sous différentes facettes. Patrick Bourbon du réseau Éducation sans frontières également, enseignant retraité au sein du RESF, je m'occupe particulièrement de la scolarisation des jeunes et moins jeunes en lycée professionnel, lycée général et technique et dans les écoles. Voilà. Bonjour. Donc moi c'est Mathias Millet, je suis enseignant sociologue, enseignant-chercheur donc ici à Tours. Et je suppose qu'on m'a demandé de venir parce que j'ai un peu travaillé sur les questions scolaires, de socialisation et en particulier le problème de la scolarisation des classes populaires. Voilà, aussi sur les questions étudiantes, mais c'est peut-être moins central aujourd'hui. Alors du coup, on va commencer avec une question un peu naïve sur, en gros, est-ce que l'école est faite pour tout le monde ? Et aussi, si vous avez le temps d'y répondre, pouvoir définir un peu le profil type des décrocheurs scolaires ou en tout cas de la population des migrants au sein de l'école. Voilà. Alors ce sont de vastes questions. Est-ce que l'école est faite pour tous ? Je pense que dans cette question-là, il y a une dimension politique de la question et peut-être qu'on peut aussi la retraduire sociologiquement, puisque après tout, le sociologue peut avoir son opinion, mais il n'a pas forcément à dire si l'école est faite pour tous, il peut décrire ce qu'il en est. Ça, c'est, voilà. Alors sur le plan politique, je dis tout de suite ce que j'en pense. Pour moi, oui, l'école est faite pour tous. Elle a été, je ne sais pas si elle a été pensée pour ça, mais l'idée de départ, c'était quand même justement par l'école de travailler à l'émancipation des gens. D'où qu'ils viennent, et quelles que soient leurs origines sociales, etc. Que ce soit des filles ou des garçons, voilà, et de profiter de l'école pour
leur transmettre quand même un certain nombre de savoirs, de connaissances, qui étaient justement susceptibles de leur permettre d'occuper une place dans la société. Cette histoire de place dans la société, je crois, en fait, est importante dès qu'on parle d'inégalité. Quelle est la place que l'on construit pour les différentes catégories de personnes. Donc pour moi, sur un plan politique, bien sûr, l'école est faite pour tous, quand bien même tout le monde ne pense pas cela. En tout cas, je pense que ce qui est assez répandu d'un point de vue politique, c'est que tout le monde va à l'école, mais pas forcément à la même école. Et je pense que dans les conceptions politiques, on trouve cette idée selon laquelle, finalement, tout le monde ne doit pas bénéficier de la même école. Ce qui est sans doute une façon de dire que l'école n'est pas exactement faite pour tous. Donc on pourrait y revenir si vous voulez, mais voilà, sur le plan, disons, politique, ça c'est mon opinion personnelle. Après, sur un plan sociologique, le constat, c'est que l'école, d'un côté, est faite pour tous au sens où elle est fréquentée par tous depuis un certain nombre de décennies et pour de longues périodes, puisque l'ensemble des politiques publiques ont cherché à développer le fait scolaire, à allonger les temps scolaires et à faire en sorte que l'ensemble des enfants puissent suivre un cursus qui se voulait commun jusqu'à la fin du collège unique. Donc on a bien pensé une école pour qu'elle accueille tous les enfants de nos sociétés. Voilà. Ce qu'il faut tout de suite ajouter dans le commentaire, c'est que dans les faits, on se rend compte que si l'école est fréquentée par tous, elle contribue à différencier, voire discriminer les parcours. Et donc, l'école a beau être fréquentée par tous, tout le monde n'y effectue pas les mêmes parcours, les mêmes scolarités. Les scolarités peuvent être plus ou moins longues, elles peuvent être plus ou moins sélectives, elles peuvent être plus ou moins prestigieuses. Autrement dit, il y a des hiérarchies à l'intérieur de l'école entre le type de résultats, le type d'options qu'on peut choisir, entre les filières, selon les niveaux aussi, selon le type d'établissement fréquenté. Enfin bref, on pourra y revenir aussi si vous voulez et décliner. Et ces différences sont souvent des hiérarchies qui clivent, qui trient, qui excluent ou qui élisent, puisque en fait dans le lot, certains sont des élus de l'école, quand d'autres en sont exclus. Voilà. Et donc, pour faire très vite, l'école est très, en particulier en France, est très inégalitaire. Contrairement à son discours qui est celui de l'égalité des chances et aujourd'hui de la réussite pour tous, le fait est de constater qu'elle ne réunit pas les conditions de la réussite pour tous. Donc que les inégalités sont très fortes, au détriment des classes populaires, pour dire les choses rapidement, et à l'avantage des catégories supérieures, très clairement. Voilà. Donc elle est fréquentée par tous, mais elle n'est pas équivalente pour tous dans ses conséquences. Je vais faire une intervention sur le fait l'accueil des migrants. Et pour dire que l'institution scolaire est une institution qui va au-delà de ses obligations légales. Normalement, l'obligation, de la scolarité en France, elle est de 6 à 16 ans. L'éducation nationale accueille des jeunes qui pourraient largement refuser parce qu'ils ont plus de 16 ans, parce qu'ils ont moins de 6 ans et qui sont quelquefois mineurs isolés, non accompagnés, étrangers. Et il y a une volonté qui est de l'institution de scolariser ces jeunes. Je dis ça, c'est important, parce que toutes les institutions de la République sont souvent, et même toutes quasiment, maltraitantes vis-à-vis des migrants. Que ce soit le conseil départemental avec l'aide sociale à l'enfance où les jeunes mineurs sont déclarés non mineurs, justement, majeurs pour ne pas avoir à les prendre en charge, que ce soit la caisse d'allocation familiale qui trouve plein de raisons et de prétextes pour ne pas attribuer des allocations aux personnes issues de l'immigration, que ce soit sur le logement, la direction départementale de la cohésion sociale qui, alors qu'il y a une obligation,
légal de ne pas laisser les gens à la rue, hein, les laisse à la rue, et quelquefois avec des enfants qui dorment à la rue, à Tours. On peut donner des exemples, et c'est quotidien. Hein, et que, heureusement qu'il y a des associations pour les prendre en charge. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'associations, d'institutions qui maltraitent les migrants, jeunes ou pas jeunes, et l'éducation nationale va au-delà de ces obligations légales en les prenant en charge. Ça, c'est... Est-ce que l'école est faite pour tous? Ce qui est sûr, c'est que c'est une institution, l'éducation nationale, publique comme privée. Alors, ce n'est pas que l'institution, c'est aussi y créer des postes. Récemment, je ne rentre pas dans les détails, mais l'obligation légale, elle s'arrête à 16 ans. Quand les jeunes ont entre 16 et 18 ans, s'ils étaient francophones, ils étaient pris en charge. Par contre, s'ils n'étaient pas francophones, c'était un problème parce qu'il fallait des classes spécifiques d'accueil dans les établissements. Eh bien, à la rentrée, d'autres classes ont été créées, hein, qui s'appellent des classes FLE, enfin français langue étrangère, ou non scolarisées antérieurement, NSA, qui ont été créées. Donc il y a cette volonté-là. Et en plus de l'institution, il y a aussi, et c'est ça ce qui est important pour nous, qui sommes des militants, hein, de l'accueil des migrants et de la scolarisation des migrants, hein, leur intégration par l'école, il y a les acteurs, c'est-à-dire les enseignants de cette institution-là, accueillent avec bienveillance tous les jeunes dans les classes, écoles, collèges, lycées, et même les chefs d'établissement. Et pour nous, c'est une chance à chaque fois que les informations des personnes qui sont en difficulté, qui sont scolarisées, les familles ou les jeunes, les informations, on les a par les enseignants, par l'institution directement, pour pouvoir les aider dans les démarches administratives et autres. Donc, l'éducation nationale considère que l'école, elle est vraiment pour tous, y compris pour les migrants. Voilà. C'est peut-être un tableau idyllique, mais c'est quand même par rapport à la maltraitance des autres institutions, c'était bien de le dire, je pense. Alors, moi, je prolongerai plutôt l'intervention de... C'est Yann, de Mathias, pardon. En revenant sur l'histoire du système scolaire, c'est-à-dire que l'école accueille tout le monde, mais qu'au départ, l'accueil des classes populaires et l'accueil des milieux aisés se faisait dans deux réseaux totalement séparés et très étanches. C'est-à-dire qu'il y avait d'une part l'école, ce qu'on appelait la primaire, qui accueillait les enfants des classes populaires avec certaines visées et certaines pratiques pédagogiques. Et puis, d'autre part, le lycée dans lequel on rentrait dès les tout premiers apprentissages. Et que le collège unique s'est fait sur le modèle du lycée, pédagogiquement et en termes d'objectifs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une des raisons qui peut expliquer le fait qu'il y ait aujourd'hui encore des élus de l'école, c'est-à-dire que les enfants des milieux aisés sont adaptés aux attentes du système scolaire, tandis que les enfants des classes populaires sont dans ce que des sociologues comme Stéphane Bonnery, par exemple, ou des gens comme Elisabeth Bottier, Jean-Yves Rochex, qualifient de malentendus scolaires, de malentendus didactiques. On va donner l'exemple typique, c'est on donne à des élèves dans les classes une tâche, un travail. L'enseignant, quand il fait ça, entend que l'élève apprenne quelque chose. La tâche n'est pas un but en soi. Par exemple, la demande de colorier une carte, ce n'est pas la même chose qu'un album de coloriage, mais ça vise à apprendre une codification et des savoirs géographiques pour rentrer dans une discipline conçue sur un modèle universitaire. Les enfants des milieux populaires, eux, conçoivent ça comme un peu sur le modèle du coloriage. Et ça commence très tôt parce que, en fait, la discrimination vient du fait que l'entrée dans les compétences qui permettent d'accéder aux objectifs qu'il y a derrière les tâches
sont préparés par la façon dont dans les familles cultivées, c'est quand même aussi beaucoup lié au niveau d'études des parents et en particulier de la mère, font des tas d'activités avec leurs enfants sur le mode apparemment ludique, mais qu'en même temps, ils les font rentrer dans ce qu'on appelle la littératie, la numératie, et par exemple, développent la curiosité intellectuelle, alors que pour les enfants des classes populaires, la curiosité reste un vilain défaut. Et vous voyez, ça ne donne pas du tout les mêmes choses à l'arrivée. Alors, il y a derrière ça aussi une vision de l'école avec comme un projet universel, mais l'universalité, on la conçoit comme tous doivent rentrer dans le même moule. Et le discours sur l'égalité des chances, c'est la même chose. C'est comme s'il suffisait de mettre sur la même ligne de... Enfin, j'ai souvenir d'un dessin humoristique dans les cahiers pédagogiques où il y avait en bas d'un arbre un oiseau, un éléphant et un poisson. Ils étaient sur la même ligne de départ, égalité des chances. Quel serait celui qui monterait sur l'arbre, les autres étant des incapables. Et du coup, comme le discours sur l'égalité des chances, c'est le discours qu'on tient à l'école, ceux qui ne réussissent pas sont culpabilisés, aussi bien les enfants que les familles. Et ça empêche de voir quels sont les vrais problèmes. Alors bien sûr, il y a aussi derrière les problèmes, enfin l'école, elle n'est pas en dehors de la société. Les écoles sont implantées dans des lieux sociologiquement marqués. Et la sociologie d'une ville française, la sociologie des campagnes, etc., c'est très important pour comprendre les situations scolaires. Et n'étant pas en dehors de la société, elle n'est pas en dehors des discours que l'on tient. Comme, quelle que soit la bienveillance des enseignants, quand tout est fait pour amener les élèves à concevoir, il y a eux, ils, les autres, les bourgeois, etc., et la langue des bourgeois qu'on apprend à l'école et tout, et nous, quand on les traite de racailles, de sauvageons, sauvageon c'est un ministre de gauche, racaille il est bien connu à droite, mais le résultat est le même. Il y a une dernière chose qui est très importante, c'est que la langue de l'école, derrière les objectifs de l'école, il y a des usages de la langue, des usages des textes qui ne sont pas les usages de la communication normale, et que les enseignants, dans leur formation initiale, ne peuvent pas tout voir. Pensez à un enseignant, un futur professeur des écoles qui doit assumer ultérieurement toutes les matières, mais même n'importe quel enseignant, il ne peut pas tout voir en formation initiale. Et quand on voit le délabrement de la formation continue, on voit que les enseignants, même avec la meilleure volonté, n'ont pas les ressources qu'il faudrait. Oui, moi je veux bien, mais par contre, je ne sais pas où est le micro. Je te l'ai approché. Voilà, merci. J'étais aussi enseignante, donc grosso modo, on est tous des profs ici. Et donc, loin de nous l'idée de dénigrer l'institution. Je souhaitais, là je vais en dire que quelques mots, et puis au fur et à mesure des questions pour approfondir, parler notamment de ceux qui ont le baccalauréat ou plus et qui sont étrangers non européens et qui souhaitent poursuivre des études supérieures. Vous constaterez que je n'emploie pas le terme de migrant. Ce substantif formé à partir d'un participe présent me semble assez inadapté à l'ensemble des personnes que nous essayons d'aider, parce que eux, migrer, ça suffit, quoi. Ils ont migré. Et maintenant, ce qu'ils veulent, c'est rester, c'est se stabiliser. Donc, j'aime pas trop le terme de migrant. Si ça peut faciliter, on l'emploie, mais bon. Les étudiants étrangers, donc si on se place du point de vue des critères
d'accès aux études supérieures, c'est extrêmement simple, hein. Il suffit d'avoir un baccalauréat ou quelquefois plus. Si vous êtes un étudiant étranger dans votre pays d'origine, si vous voulez poursuivre des études supérieures en France, eh bien, il y a toutes sortes de démarches qui sont nécessaires, qui sont semées d'embûches, et des embûches qui sont variables suivant votre pays d'origine, c'est-à-dire suivant l'ambassade de France à laquelle vous allez présenter votre dossier, votre projet d'études supérieures. Vous avez des ambassades de France qui vont accorder assez facilement, entre guillemets, le visa long séjour, et vous en avez d'autres. Ce n'est pas la peine, hein, vous ne l'aurez jamais, quels que soient vos diplômes, quelle que soit la préinscription que vous avez prise dans l'université française qui vous a a priori accepté, etc. C'est déjà une première inégalité. Vous voyez qu'elle n'a strictement rien à voir ni avec le niveau d'études, ni avec le projet de la personne. Elle est essentiellement liée à des considérations de politique migratoire. Et la politique migratoire, c'est de la politique. Deuxième cas de figure, vous êtes étranger, vous avez pu poursuivre vos études en France, vous avez votre baccalauréat acquis en France. Et là aussi, pour passer le stade de l'enseignement supérieur, c'est tout de même assez différent. Patrick vous a expliqué que l'institution scolaire au sens strict, c'est-à-dire primaire, collège, lycée, a priori, ne fait pas de barrage au motif que vous seriez étranger. En revanche, à l'université, c'est tout à fait différent. Alors, il peut y avoir différentes politiques universitaires. C'est plus ou moins facile d'arriver quand même à s'inscrire dans la formation de son choix, mais il faut savoir que toute poursuite d'études supérieure pour un étranger non européen en France est soumise à une autorisation de séjour et que cette autorisation de séjour, elle n'est pas déterminée sur critères universitaires. Elle est déterminée sur les critères administratifs des préfectures qui ont le pouvoir de vous accorder l'autorisation de séjour ou pas, avec, encore une fois, des critères qui sont totalement indépendant, hein, de votre projet, de vos capacités, etc. Heureusement d'ailleurs, il n'y a pas de raison qu'un préfet soit apte à juger de la validité de votre projet d'études. En revanche, il peut juger si, a priori, vous avez une tête d'étudiant sérieux ou pas. Il peut juger si, a priori, vous avez les capacités financières d'assumer vos études. Je donne un exemple très simple. Tout étudiant étranger non européen qui souhaite, qui a son bac, et donc, ou même plus, qui souhaite poursuivre des études supérieures en France, doit être capable de prouver qu'il a sur son compte en banque tous les mois la somme de 615 €. En plus, et il faut à ce moment-là courir après les attestations à droite à gauche. Donc vous avez des critères qui sont des critères financiers et puis toutes sortes d'autres critères en matière de décision de délivrance de cartes de séjour, que ce soit pour les étudiants ou pour toutes les autres catégories d'étrangers non européens. C'est l'arbitraire qui domine. Et bien souvent, nous-mêmes qui avons un petit peu l'habitude, nous ne comprenons pas pourquoi un tel a eu son autorisation de séjour et pourquoi un tel ne l'a pas eu. Or, il faut savoir que si vous n'avez pas votre autorisation de séjour, vous n'aurez pas de bourse, vous n'aurez pas accès à la cité universitaire, vous n'aurez pas accès au logement, vous n'aurez pas accès aux APL, même moins 5 €, c'est quand même important. Et donc, vous êtes dans une situation de détresse matérielle absolue et vous ressentez profondément le rejet dont vous êtes l'objet du fait simplement de votre origine. C'est un élément de discrimination fondamentale.
Dans le courant du débat, on pourra donner des exemples qui peuvent nous paraître tout à fait aberrants, de projets d'études qui sont complètement sabrés, soit au niveau des ambassades de France dans le pays d'origine, soit au niveau des préfectures localement. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que quelqu'un a des questions à poser ou des remarques à faire sur ce qui a été dit Non ? Personne ? Du coup, est-ce qu'on peut revenir un peu sur la catégorie des décrocheurs scolaires, ce que ça veut dire et si ça cache aussi d'autres manières de camoufler la sélection qui s'opère dans l'école ? Alors, la question des décrocheurs, c'est une question avec laquelle, en tant que sociologue, moi je suis mal à l'aise, parce qu'en fait, c'est une notion qui n'est pas du tout une notion avec laquelle, de mon point de vue, même si les sociologues parfois l'utilisent malgré tout, qui n'est pas une notion sociologique, mais qui est une notion, disons, de sens commun des politiques publiques qui est une notion assez attrape-tout ou éponge, c'est-à-dire qu'on renvoie, il y a des définitions officielles de ce que sont les décrocheurs, mais on met en fait des choses très très différentes là-dessous, ce qui pose des problèmes sur le fait de savoir de quoi on parle. Alors, cette idée de décrochage et de décrocheur, elle est intéressante quand même pour le sociologue parce qu'elle marque une évolution dans la façon dont on regarde les difficultés scolaires des élèves, et en particulier des élèves de milieu populaire. Donc il y a une définition officielle qui est en gros, un décrocheur, c'est quelqu'un qui n'a pas de diplôme de fin de secondaire, c'est-à-dire qui n'a pas le bac ou qui n'a pas un diplôme de niveau 5, CAP, etc., hormis le brevet. Voilà. Ça, c'est la définition officielle. Mais du coup, cette catégorie-là, elle regroupe des situations très différentes, d'élèves qui peuvent être en rupture scolaire avant, avant les 16 ans, des élèves qui vont jusqu'au niveau terminal, par exemple, et qui donc vont rater leur bac, mais qui ont quand même un niveau bac, ce qui n'est pas négligeable. Voilà. Bref, il y a des situations qui sont très hétérogènes. Et puis quand on regarde comment utiliser la notion, on voit qu'aujourd'hui, on l'utilise aussi pour les étudiants. On parle des étudiants décrocheurs, y compris les masteriens décrocheurs maintenant, etc. Donc il y a un glissement généralisé de la notion. C'est ce qui fait son succès. Son succès, c'est précisément son imprécision qui doit du coup nous alerter, en tout cas d'un point de vue sociologique, sur sa pertinence. Alors maintenant que j'ai dit ça, je pense qu'elle est intéressante à prendre comme objet d'étude puisqu'elle traduit en fait une évolution dans les perceptions, dans les façons de voir, puisqu'avant de parler plus d'échecs scolaires, dans la période antérieure, on parlait davantage d'échecs scolaires, et puis progressivement, c'est vrai qu'on a basculé vers les décrocheurs. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce basculement ? Parce qu'en fait, il y a eu une évolution dans l'imputation des difficultés que pouvaient rencontrer les élèves dans l'école, et notamment dans cette école qui à la fois se massifiait, qui accueillait de plus en plus d'élèves pour de plus en plus longues périodes, et qui en même temps, de l'autre côté, pouvait être contrainte par le chômage, au moins en termes de discours politique, puisqu'on a été aussi dans une période de chômage endémique à partir des années 70, qui a conduit justement tout un ensemble de catégories, et notamment les classes populaires, à espérer justement s'en sortir par les études pour trouver un emploi, etc. Cette notion de décrochage, elle a évolué. On a évolué vers la notion de décrochage parce que on s'est mis... Elle est liée aux politiques de la ville et à la montée de ce qu'on peut qualifier le sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que dans la période antérieure, on a pendant longtemps pensé les inégalités sociales comme étant à l'origine des difficultés scolaires, notamment des catégories populaires dans l'école. Et finalement, cette conception-là a donné lieu à la politique des ZEP,
des zones d'éducation prioritaire et de discrimination positive à l'école, où on s'est dit on va lutter contre les inégalités sociales, puisqu'elles sont à l'origine de désavantages de type socioculturel que rencontrent les élèves face aux apprentissages scolaires. Donc on s'est dit, on va abonder en direction des quartiers, des lieux, des élèves qui finalement pâtissent de ces inégalités et qui en subissent les conséquences sur le plan de leur scolarité. Et puis, il y a eu une évolution qui est liée dans les années 90 au phénomène des émeutes urbaines, etc., une transformation de la perception des quartiers populaires qu'on s'est mis à appeler, c'est pas neutre, des quartiers sensibles, avec l'idée que c'était des quartiers à problème, des quartiers qui portaient une certaine dangerosité, etc., avec des formes de violence, voilà. Et les établissements de ces quartiers ont été considérés aussi du point de vue de plus en plus des désordres qu'on pouvait y trouver, voilà. Et donc, le décrochage est assez étroitement lié aussi à cette liaison avec les politiques de la ville, des politiques scolaires, où on s'est mis à voir les élèves en difficulté scolaire non plus comme des victimes d'inégalités sociales, c'est-à-dire des élèves en difficulté scolaire, mais on les a vus de plus en plus comme des élèves qui étaient des élèves difficiles, qui portaient le désordre, qui portaient le trouble dans l'école, qui étaient à l'origine de dysfonctionnements scolaires. Et du coup, on s'est mis à voir ces élèves comme des élèves qu'il ne fallait plus seulement aider, mais qu'il fallait aussi encadrer. Et notamment, les politiques de la ville ont eu pour souci de lutter contre le désœuvrement scolaire, avec le sentiment que ces élèves qui pouvaient se faire exclure, qui pouvaient se retrouver en dehors de la classe, soit parce qu'ils avaient été exclus, soit parce qu'ils étaient absentéistes, etc., étaient des élèves qui portaient potentiellement un désordre, certes scolaire, mais un désordre public. Et donc l'idée a été aussi d'intervenir pour ne pas laisser ces élèves sans occupation, désœuvrés scolairement, etc. Donc l'idée de décrochage, elle est liée aussi à cette idée que finalement l'école n'est pas vraiment la source du problème de ces élèves. Et elle a d'ailleurs, quand on parle de décrocheur, il y a une connotation psychologisante. Hein. Quand on parle d'inégalité, on parle de rapports sociaux. Quand on parle de décrocheur, on se centre sur l'individu. Le décrocheur, c'est l'élève qui a des difficultés. Quel est son problème? Et donc, on a contribué, avec cette évolution des perceptions et des politiques publiques, à naturaliser, finalement, à psychologiser les inégalités scolaires, sachant que les décrocheurs sont majoritairement des élèves qui sont issus des fractions des classes populaires et même des fractions inférieures des classes populaires. Ils sont 4 fois plus touchés par des ruptures scolaires. Voilà. Donc c'est une notion qui est intéressante pour voir finalement les évolutions des perceptions de la difficulté scolaire et de son traitement. Mais c'est vrai que c'est une notion qui sociologiquement pose problème puisqu'elle est psychologisante et qu'elle vient masquer finalement les inégalités sociales, socio-culturelles, etc. qu'on trouve derrière. Après, en ce qui me concerne, dans mes travaux, j'ai travaillé sur des jeunes en rupture scolaire qui, avant l'âge de 16 ans, donc qui étaient au collège. Et ces collégiens sont souvent des collégiens qui connaissent à la fois des situations de précarisation familiale très fortes, qui sont liées à la dégradation des conditions d'existence d'une partie des classes populaires, dans les quartiers, etc. Ces dégradations des conditions matérielles d'existence ont des effets très concrets sur la scolarité, simplement parce qu'on oublie de rappeler que l'école suppose des conditions matérielles relativement confortables pour étudier. Quand vous rentrez à l'école, il faut pouvoir mettre entre parenthèses, Bourdieu qui disait ça, les urgences du monde, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez rentrer dans une sorte de jeu sérieux, mais un jeu quand même, apprendre à apprendre, faire des exercices, etc. Lorsque vous êtes dans des conditions extrêmement précaires, que l'incertitude règne sur les lendemains, etc., il peut être difficile de rentrer dans ce jeu scolaire et de s'abstraire des urgences du monde et d'abord des urgences économiques. Donc on trouve pas mal d'élèves qui sont dans ces situations-là, avec par exemple des élèves qui vont avoir souci de sortir vite de l'école pour être soutien de famille, hein, par exemple. Voilà. Mais évidemment, cette origine-là n'est pas une détermination suffisante. Ce sont souvent des élèves aussi
mais ça a été dit par la collègue tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus, ce serait trop long, mais qui ont des fragilités du point de vue des apprentissages, c'est-à-dire qu'ils sortent souvent du primaire avec des acquis qui sont, je dirais, insuffisants pour l'école, et qui du coup vont faire de l'expérience du passage au collège une expérience qui est une expérience déstabilisante, parce que le fonctionnement scolaire est différent, les exigences sont plus élevées, le niveau est plus important, le rapport au prof est moins personnalisé, etc. Et cette fragilité scolaire, quand elle se double de difficultés familiales, peut basculer du côté de la rupture scolaire. Pourquoi il y a de la fragilité scolaire? Pour les raisons qui ont été dites, qui sont celles des contradictions socioculturelles entre les normes scolaires d'apprentissage, qui sont des normes très particulières, qui supposent d'apprendre des savoirs situés, spécifiques, dont la logique est très, très particulière. On dit souvent que les élèves qui n'arrivent pas à rentrer dans les savoirs scolaires n'apprennent pas ou ne rentrent pas dans les apprentissages. En fait, c'est faux. On oublie de dire qu'ils ne rentrent pas dans les apprentissages scolaires, c'est-à-dire dans la forme scolaire des apprentissages, qui est une forme d'apprentissage qui est très très particulière, qui suppose la déréalisation, qui suppose l'exercice, qui suppose un jeu gratuit, encore une fois. Et donc, ces normes-là sont des normes qui viennent en contradiction avec des normes de savoir, d'apprentissage, qui peuvent être liées à la culture pratique, à des savoirs en activité, etc., qu'on va trouver du côté des classes populaires et qui ne trouvent pas forcément de débouché ou une rentabilité dans l'univers scolaire des apprentissages. Voilà. Bon, je dis tout ça très vite et un peu à la hache, mais si vous voulez qu'on y revienne, on y reviendra, sinon après je serai trop long. Indépendamment de mon militantisme au réseau Éducation sans frontières, j'ai fait toute ma carrière dans une école de Saint-Pierre-des-Corps qui a été, dès la création des zones d'éducation prioritaire, classées ZEP. De cette expérience-là, qui était la création des zones d'éducation prioritaire, était on va donner plus à ceux qui ont moins, c'était la formule, n'a jamais vraiment été mise en place. Pour avoir fait donc toute ma carrière dans une école de ZEP et la même, j'ai remarqué que le taux d'encadrement dans les classes était la moyenne du taux d'encadrement de l'ensemble du département d'Indre-et-Loire, parce qu'il y avait les zones rurales dans lesquelles les élèves, souvent les effectifs sont plus bas. Voilà. Donc au niveau de la carte scolaire et d'encadrement, ça ne changeait rien du fait d'être en ZEP. Et même les dernières mesures qui laissent de Macron là, de mettre des CP à 12 élèves, on peut penser que là on va mettre le paquet et puis l'année prochaine avec les CE1 on va étendre, on va mettre le paquet, mais c'est un moyen constant que ça se fait. C'est-à-dire qu'il y a quelquefois dans certaines zones des maîtres surnuméraires pour les enfants sans difficulté dans les réseaux d'aide spécialisés pour les élèves en difficulté, les RASED. Ils se sentent complètement menacés parce qu'on les met, comme c'est un moyen constant, on les met pour dédoubler les CP et l'année prochaine les CE1. Donc c'est pas des moyens nouveaux qui sont mis face aux écoles qui sont dans les secteurs défavorisés économiquement pour aider. Non, pas du tout. Et donc, ça produira les mêmes effets. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui est annoncé, comme on ne met pas les moyens là où il faut les mettre, et on fait semblant de donner par des formules genre on va dédoubler les CP, le résultat il sera identique. C'est-à-dire qu'on n'aide pas effectivement les gens qui sont dans les secteurs défavorisés. Vous savez, il y a eu plein d'études de fait sur les moyens qui sont donnés dans les établissements après second degré et tout ça. La moyenne de ce que dépense l'État par rapport à une zone d'éducation prioritaire et une zone qui ne l'est pas, eh bien, elle est complètement identique. Donc la ZEP, ça a été un beau projet, un beau discours, on donne plus à ceux qui ont moins. Dans les pratiques, ça n'a jamais été une réalité. Alors moi, je voudrais illustrer ça avec les chiffres de l'éducation nationale. J'ai essayé de chercher le coût d'un élève ZEP hors ZEP. Introuvable. Alors quand même, je vais vous donner le coût d'un élève de primaire en 2009.
5 440 €. En collège, 7 930 €. Alors, on précise bien que c'est une moyenne. Alors, est-ce que ça veut dire que les ZEP ont plus et les non-ZEP moins? Sachant que l'essentiel de cette masse est lié à la masse salariale. Alors, si vous prenez les collèges ou les lycées hors ZEP, vous avez beaucoup plus de masse salariale parce que vous avez les professeurs agrégés, alors qu'en ZEP, nous, on était beaucoup à être des... Comment on appelait ça? Même pas certifiés. Non, qui enseignent deux matières. Bivalent. Des PEGC, merci. Donc un PEGC, ça relève des instituteurs, ça touche moins qu'un certifié et ça doit plus d'heures. Et ça touche encore beaucoup moins qu'un agrégé qui, lui, doit encore moins d'heures. Donc, si vous changez comme ça, si vous jouez sur ces catégories, vous apercevez que la masse salariale... Bon, après, vous comptez aussi que les sections bilangues, il y en a beaucoup en ZEP, parce qu'on a beau dire qu'elles ont disparu. C'est pas vrai. Il y en a eu qui ont disparu, mais... il n'y en a pas tant que ça qui ont disparu. Les sections européennes, il y en a beaucoup en ZEP. Toutes ces options, la multiplication des options, et c'est encore plus fort quand on va du côté du lycée, vont du côté des établissements de centre-ville et pas du côté des ZEP. Donc on peut penser que la moyenne en question de 7 930 € pour le collège, de 10 240 € pour les lycées, alors général et technologique, comme si c'était la même chose, et de 10 740 € pour les lycées professionnels. Mais là, quand on voit le poids de l'investissement en machines, etc., pour les lycées professionnels, c'est par an. Et alors, bon, on va voir quand même d'un autre côté, du côté des CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles. Eh bien là, le coût élève annuel est de 13 880 €. S'il est question de donner plus à ceux qui ont moins, moi je dis cherchez l'erreur. Entre parenthèses, ça peut vous intéresser, ça c'était en 2009. Le coût d'un étudiant en 2016, c'est 11 680. Voilà, hein, ça dit aussi des choses. Bien. Donc, ça, c'est sur le donner plus à ceux qui ont le moins. Alors, je voudrais maintenant revenir davantage sur la question initiale des décrocheurs. Pendant longtemps, on travaillait sur la distinction entre élèves en difficulté et élèves en échec. C'est pas du détail. C'est-à-dire qu'un élève en difficulté, c'est un élève qui pouvait être en difficulté à un moment sur une matière, mais qui investissait le travail scolaire. Je le fais gros. Hein. Un élève en échec, c'était un élève qui n'investissait pas fondamentalement le travail scolaire. Un exemple, un symptôme, un élève en difficulté, il n'avait jamais assez de temps pour faire son travail. Si vous regardiez combien de temps il travaillait à la maison, chaque soir, c'était des heures pour dire qu'il ne travaille pas. Mais un élève en échec, c'était effectivement un élève qui, lui, avait toujours beaucoup trop de temps pour faire le moindre travail. C'est-à-dire que c'était vite fait et souvent, même de bonne foi, il pensait l'avoir fait en plus. C'est-à-dire qu'il était complètement dans le malentendu et puis dans le découragement. Parce que je pense que si effectivement, sur la question des décrocheurs, il y a d'une part l'action que mène quand même partiellement, avec par exemple des établissements comme le PIL, Pôle lycéen innovant et des choses comme ça, à Paris, l'éducation nationale en interne, elle ne reste pas inerte sur ces questions-là, en essayant de trouver des réponses au niveau pédagogique. Mais il y a quand même une dimension effectivement psychologique de l'échec qui est quand même à prendre en compte. Moi, je vous invite à aller voir
pour ceux qui sont sur Facebook, ce n'est pas mon cas, mais quand même, je sais que sur Facebook, allez voir le mur de Philippe Watrelot, W-A-T-R-E-L-O-T. Il y a le témoignage d'une institutrice, d'une professeure des écoles, sur les évaluations qu'elle a fait passer, là, les évaluations de CP. Et alors, mais bon, on rigole, mais franchement, on rigole jaune. Parce que vouloir qu'un élève qui rentre en CP, qui est en début de la scolarité obligatoire, comprenne et traite en, je crois, 2-3 minutes la consigne, entourer chaque lettre du mot, et qu'en plus, comme c'est 1 si vous les avez entourées toutes, et 0 si vous les avez, s'il y a une erreur, comme elle dit, comme j'avais fait de mon côté mes propres évaluations, comment je fais la différence entre machin qui s'est trompé, qui a confondu le D et le B, c'est pas par hasard, entre machin chose qui, visiblement, d'après mes évaluations, connaît à peu près toutes les lettres sauf 3, et Trucmuche qui n'en connaît que 6. Voilà. Là, il n'y a aucune distinction. Ben, le môme qui se prend ça en pleine tronche, et sa famille aussi d'ailleurs, la souffrance, elle va commencer dès le jour de sa rentrée de CP. Et c'est une souffrance qui est extrêmement destructrice et qui, bien sûr, s'ajoute à toutes les autres souffrances. Et attention, vous allez voir du côté de ce qu'on appelle les SECPA, où on oriente les élèves qui ne peuvent pas suivre une scolarité, soi-disant il faut avoir un QI inférieur à, etc. Section d'enseignement général préparatoire à l'apprentissage. Curieux, il n'y a pas spécialement de fils de cadre, ni même d'enseignants. C'est des enfants des classes populaires. Et plus grave encore, c'est aujourd'hui la tendance à médicaliser tout la difficulté scolaire. C'est-à-dire que face aux réactions que ça suscite, parce que les gamins, à un moment, mais ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus dès la rentrée pour faire l'évaluation, il faut être tous là. On la commence s'il y en a un qui a envie de faire pipi, interdit, hein, c'est pas possible. Si vous voulez, je vous autorise. Voilà, c'est comment dire, c'est un stress complètement intenable. Bah, au bout du bout, ils explosent les moutards, c'est normal. On aurait fait, enfin moi j'aurais fait pareil, hein, je vous le dis franchement. Et comme ils explosent et qu'il n'y a quand même pas tant de réponses que ça dans la plupart des établissements de l'éducation nationale, qu'est-ce qu'on fait? On dit aux parents, faites un dossier auprès de la MDPH, Maison pour la reconnaissance départementale des personnes handicapées, en situation de handicap, il faudrait rajouter un S. Des infirmes, tout simplement. Voilà. Donc, il faut faire un dossier MDPH pour avoir une place en ITEP. ITEP, Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Voilà. Il faut accepter de se reconnaître mon enfant, il est handicapé parce que dès le CP, il n'a pas su entourer chaque lettre et puis il repérait la première syllabe, parce qu'il y a ça, hein, repérer la première syllabe et tout ça dans ces évaluations. D'entrée en CP, quand même. Bon, voilà, enfin, j'arrête là. Mais... Je voudrais dire que peut-être dans la salle, il y a des gens qui sont très compétents pour parler du décrochage scolaire. Mais bon, libre à eux de parler ou pas. Je ne sais pas, alors toujours la même chose, je ne vois pas où est le micro. Il est là. Merci. Donc vous avez devant vous de la chaire à MDPH. Je peux vous dire que remplir un dossier pour la maison départementale des personnes handicapées, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc je ferme cette parenthèse. Je vais juste citer, puisque je vous propose de parler des spécificités qui peuvent frapper
les étudiants étrangers non européens dans notre système universitaire. Je voudrais juste citer un exemple de décrochage qui est assez spécifique à ces étudiants étrangers. Imaginons, ce n'est pas un cas de figure extraordinaire, hein, ça arrive beaucoup plus qu'on ne croit, mais les étudiants qui sont dans cette situation se gardent bien de le dire. Imaginons un étudiant donc, de nationalité étrangère qui a pu rentrer à l'université en biaisant sur le fait qu'il n'avait pas d'autorisation de séjour. D'accord ? Il a passé sa première SAEL1, SAEL2, SAEL3. C'est un bon étudiant, malgré les difficultés financières qui sont une des raisons pour lesquelles on ne lui a pas donné son autorisation de séjour de la préfecture. Le voici en master. En master, il y a des stages qui sont soit des stages de moins de 2 mois ou de plus en plus, notamment en master 2, des stages de 3 mois ou de 4 mois, voire plus. Une loi tout à fait intéressante et positive oblige l'employeur qui prend l'étudiant en stage pendant plus de 2 mois, oblige à le rémunérer. Mais évidemment, qui dit rémunération, dit forcément autorisation de séjour et donc tous les droits qui vont avec. Si notre étudiant, il arrive, mettons, en master, je le cite parce que c'est des exemples qui existent. Hein. Nous nous sommes notamment battus l'année dernière avec une de nos camarades pour essayer on s'est arraché les cheveux sur ce problème pour plusieurs des étudiants. Donc ils étaient en master 2. Impossible de pouvoir trouver l'employeur qui va fermer les yeux sur le fait qu'ils n'ont pas de titre de séjour. Résultat des courses, ils ne peuvent pas faire les stages. Résultat des courses, ils décrochent. Bon, bien entendu, ce n'est pas la seule raison pour laquelle des étudiants étrangers peuvent décrocher, ne pas mener leur cursus à bien. Il y a notamment des questions matérielles. Hein. Même si vous êtes un étranger et que vous êtes arrivé avec la bourse de votre pays, eh bien, vous êtes très content parce que la bourse, elle vous a été payée le premier trimestre. Et puis, à partir du deuxième trimestre, vous n'avez plus de bourse. Bon, puis comment vous faites, hein? Vous n'allez pas retourner dans votre pays pour aller casser la figure au ministre de l'Éducation nationale qui vous a sucré votre bourse. Bon. Donc, cette raison-là, qui se cumule avec d'énormes difficultés matérielles pour les étudiants étrangers non européens, est vraiment spécifique et d'autant plus scandaleuse que je vous cite l'exemple d'étudiants qui ont atteint le niveau du Master 1 ou le niveau du Master 2. Ils sont littéralement, on leur coupe l'herbe sous le pied. Ça n'est évidemment pas l'institution universitaire qui est en cause, encore que devant ces difficultés-là, un certain nombre des étudiants, des enseignants encadrants baissent les bras et disent que voilà, c'est pas leur problème, etc. Ce qui est vrai d'une certaine manière, mais ce sont des difficultés qui sont spécifiques, qui sont liées au fait qu'on est étranger non européen. On appelle ça, je crois, de la discrimination, un vilain mot. Et voilà, ça existe. Encore une fois, ce n'est pas la seule raison, mais voilà, c'est d'autant plus inacceptable et scandaleux. Il y a une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure à propos de l'inscription des jeunes étrangers qui ont passé leur bac en France. Vous savez, parce que naturellement, les médias s'en sont fait beaucoup l'écho, que même avant de passer son bac, il faut poser ses candidatures ou inscrire ses choix, plus exactement, sur APB, sur application post-bac. Eh bien, voici que cette année-là, en juin et juillet 2017, est réapparue
sur APB, un truc qui était apparu à l'époque où c'était Valérie Pécresse qui était ministre de l'enseignement supérieur et que les protestations collectives avaient fait disparaître. Voilà TIPA que ça réapparaît. Étudiants étrangers, inscrivez la nature de votre titre de séjour. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'un jeune qui a passé son bac ici peut très bien, à l'âge de 18 ans, se retrouver sans titre de séjour parce que la préfecture ne veut pas le lui donner. C'est la raison première pour laquelle Réseau Éducation sans frontières s'est constitué en France en 2004 dans la région parisienne et le 16 janvier 2006 ici à Tours. Nous nous sommes constitués pour essayer d'épauler ces jeunes bacheliers étrangers qui arrivaient à l'âge de 18 ans ou ces jeunes qui étaient en classe de terminale, par exemple, qui arrivaient à l'âge de 18 ans et qui se retrouvaient dans la situation d'être ce qu'on appelle des sans-papiers. Ça n'a absolument pas été réglé. Depuis 2004, Réseau Éducation sans frontières s'est donné pour un de ses buts d'essayer de faire en sorte que tout jeune majeur scolarisé puisse avoir le titre de séjour qui lui convient. C'est à refaire tout le temps, sur tous les cas de figure. Encore une fois, la discrimination est à l'œuvre. Est-ce que je peux dire un mot sur le décrochage des lycéens professionnels ? Oui, je voudrais dire un mot sur un secteur de l'éducation nationale où il y a un fort décrochage. C'est le lycée professionnel. Et c'est lié énormément à tous les phénomènes d'orientation. C'est-à-dire que de très nombreux jeunes se retrouvent dans des formations qu'ils n'ont absolument pas choisies. Et pour de multiples raisons, parce que là encore, c'est un logiciel qui règle les affectations, mais aussi parce qu'un certain nombre de réformes, comme les réformes du lycée des métiers, font qu'on va avoir des spécialisations liées au bassin d'emploi. Et donc, pour pouvoir suivre une formation dès le niveau du lycée professionnel, une formation qu'on désire, il faut parfois aller dans une autre ville. Et qu'est-ce que ça veut dire aller dans une autre ville ? Ça veut dire, et après on rencontre la même chose pour les études, les choix d'études supérieures, ça veut dire régler le problème du logement et du coût du logement. Ça veut dire que même l'alimentation, ça coûte plus cher quand on doit se nourrir tout seul que quand qu'on cuisine pour une famille nombreuse. Le coût du repas individuel n'est pas le même, etc., etc. Donc il y a des discriminations énormes. Un autre exemple, c'est l'échec d'APB, là, le bug, ce qu'on appelle le bug d'APB, et tout ce qu'on dit autour, dont certains se demandent si le supprimer, c'est pas aussi pour faire pression pour que les jeunes, entre autres des lycées professionnels, n'accèdent pas à l'université. C'est vrai que pour eux, se retrouver à l'université, c'est souvent très difficile. Mais j'étais extrêmement intéressée, en regardant bêtement les infos télévisées, journal de 20h de la 2, un interview d'un jeune qui était toujours en rade, là, il y a peut-être une semaine, et de sa mère. Ce jeune a eu son bac et son projet d'orientation depuis toujours, c'était de devenir prof de gym, donc faire STAPS. Il s'est laissé convaincre, et sa famille aussi, qu'il pouvait faire un bac technologique, STL, sciences et techniques de laboratoire, labo, c'est scientifique. Donc il aurait un niveau scientifique lui permettant d'accéder, de réaliser son projet. Et voilà, enfin, je veux dire, à la fois c'est révélateur du fait que les classes populaires font confiance à l'école et aux enseignants sur l'orientation, que des fois les enseignants, pour se débarrasser du problème, on peut être amené à dire un peu n'importe quoi,
Hein, c'est-à-dire qu'une gamine qui veut être vétérinaire, on lui proposera le toilettage pour chien. Oh, c'est vécu, hein. Et puis aussi que quelque part, à un moment, en masquant en permanence que le jeu il est faussé depuis le départ, parce qu'on le masque en permanence, même par notre bonne volonté et notre bienveillance d'enseignant. Et on masque que toi, mon coco, t'es né là, t'as pas la même chance, etc., etc. Pendant longtemps, on aplanit, il n'y a pas de vague. Et puis, à un moment, là, le couperet, il tombe. C'est comme les gamins qui se réjouissent. Pour eux, ils ont, comme leur famille leur a dit, tu vas redoubler. Qu'on leur a dit, tu vas redoubler. On supprime les redoublements. Je suis passée en 5e, je suis passée en 4e, je suis passée en 3e. Toiletteuse pour chien. Voilà. À un moment, ça tombe, et ça tombe avec une violence extraordinaire, parce que les règles du jeu de l'orientation n'ont jamais été clairement montrées. Merci. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ou intervenir? Bonjour. Je vais rentrer dans le jeu l'interaction de l'auditoire avec les conférenciers. Je trouve ça super intéressant comme concept. Déjà, merci pour tout ce que vous avez pu nous délivrer. J'avais envie de prendre la parole déjà pour souligner un fait qui m'a étonné dans ce que vous avez dit par rapport aux tests qui existent en SECPA, auxquels on peut délivrer après une aptitude ou une inaptitude et aller en ITEP ensuite. C'est surtout l'âge, vous me direz après si je me trompe, c'est surtout l'âge qui m'a choqué, dès l'âge du CP. Je pense à quelqu'un, je pense qu'on connaît tous, qui est assez intelligent, Einstein. Si on regarde sa biographie, en fait, on voit que quand, à l'âge du CP, en fait, il savait pas trop parler, il avait beaucoup de difficultés et finalement, il s'est devenu un génie. Et au point de vue aussi des migrants ou du coup étudiants étrangers, j'ai trouvé ça aussi intéressant de dire qu'on évaluait dès un âge précoce des capacités ou des compétences ou pas dans un domaine et qu'on du coup les excluait ou les discriminait par rapport à leur cursus. Ma question va concerner l'évaluation. Dans tout processus d'apprentissage, il faut évaluer pour savoir s'il y a eu des résultats et ensuite évaluer. Voilà, on pourra parler de justement relativiser l'évaluation. Et je pensais par exemple à moi, si je répondais à un test en chinois, même de CP, j'aurais 0 parce qu'on me parle en chinois. Et je pense qu'un migrant qui arrive et on lui pose une question comme ça, et puis non, c'est tout simplement pas son vocabulaire, son prisme par lequel il réfléchit, malgré qu'il ait développé des compétences humaines dans son pays ou avec tout ce qu'il a vécu, des fois plus fortes que n'importe quel habitant dans n'importe quel pays. Et ma question est la suivante, c'est qu'est-ce que vous pensez, avec votre expérience d'enseignant, de la notation par note ou par compétence? C'est une question assez vaste, mais je pense que vous pourrez peut-être m'éclairer sur comment la penser aujourd'hui et comment faire justement avec ces questions des différents publics et des différents langages qu'on peut avoir. Garder la note, oui ou non, à quel niveau et à quelles conditions? Juste un mot de réaction par rapport à votre dernier point. Tout ce qu'on dit, finalement, il y a un arrière-plan peut-être qui n'a pas été dit. C'est l'importance d'une part qu'a prise l'école dans nos sociétés, qui fait que c'est la seule voie de salut, grosso modo, et qui du coup rend les enjeux de parcours évidemment très importants, puisque l'école va être déterminante du point de vue du statut qu'on va occuper, de la place dans la société, mais aussi du point de vue de ses attributs symboliques, c'est-à-dire
la reconnaissance qu'on va avoir. Est-ce qu'on a fait un beau parcours, est-ce qu'on a un beau diplôme reconnu ou pas, qui impressionne ou pas, etc. Et donc, évidemment, tout ce qu'on dit là s'appuie sur cet arrière-plan d'une école qui est devenue la voie quasi exclusive de réussite sociale, ce qui pose problème. Ça, c'est la première chose. À mon avis, ce qui pose problème. Puisque l'école, du coup, se retrouve dans des contradictions qui sont extrêmement fortes, qui consiste à dire d'un côté, on va faire réussir tout le monde, et encore une fois, de ne pas savoir le faire. Et donc, de ne pas savoir quoi faire d'un certain nombre d'élèves à qui elle a promis la réussite. Et donc, finalement, de les reléguer, de les mettre sur le bas-côté, dans des filières de garage, durablement, de les épuiser dans ces filières de garage, de les désillusionner aussi, de les disqualifier, avec des effets qui sont des effets qui durent tout au long de la vie. Il suffit de discuter autour de soi pour voir des gens qui vous expliquent comment leurs difficultés scolaires, les disqualifications qu'ils y ont subies, agissent sur eux durablement, dans le fait d'oser prendre la parole, dans le fait d'oser faire quelque chose, y compris du point de vue de l'expression des opinions politiques. Bon, ça c'est le premier point que je voulais souligner. Le deuxième point sur lequel finalement s'appuie votre question, à laquelle je ne répondrai pas comme ça, c'est finalement pourquoi on se pose la question de cette notation. Et en fait, je pense qu'on touche, mais on en parle implicitement dans ce qui est dit ici, à une contradiction fondamentale de l'école, qui est qu'en réalité, d'un côté, c'est une école qui prétend à l'égalité des chances, à l'émancipation, etc., mais qui est en fait qui produit du tri social. Voilà. Et donc, on est dans une contradiction insoluble. Tant que l'école sera un enjeu de placement, un enjeu de réussite sociale, etc., on fera la distinction entre les lents et les rapides, les doués et les ignorants, etc. Et donc l'école fait du tri, évidemment, elle ne trie pas n'importe comment, elle fait du tri qui correspond à du tri social, un tri scolaire qui correspond très fortement à un tri social. Donc la question est de savoir, de poser finalement ce pourquoi on veut l'école et sa mission. Et quand on entend finalement des formes de relégation précoce ou de disqualification précoce, il y a un an, j'ai sorti un bouquin sur l'école maternelle où on a fait pratiquer des longues observations en école maternelle. Ces phénomènes existent dès l'école maternelle. Les élèves sont disqualifiés dès la petite section. On leur dit qu'ils ne sont pas capables. On présuppose un manque d'intelligence. On les oriente vers le psychologue. On les dépiste. On perçoit quelque chose qui va être de la dysorthographie, de la dyscalculie, un problème de QI. Bon, on les emmène dans des CLIS. On fait intervenir des éducateurs spécialisés. On psychologise et on a une approche socio-éducative de ça. C'est-à-dire, au lieu de se dire peut-être la façon dont l'école procède du point de vue des apprentissages pose problème à certains élèves parce que cette façon de faire de l'école n'est pas évidente, on va proposer des activités de type socio-éducatif. On va travailler sur la confiance en soi, on va travailler sur l'affirmation de soi, etc. Comme si, à l'école, la confiance en soi n'était pas liée au fait d'avoir des succès dans les apprentissages et finalement se persuader au final que on est tout à fait capable ou pas. Et donc finalement, l'école passe son temps à penser qu'il y a des capables et des incapables, qu'il y a des intelligents et pas des intelligents. Et on intériorise nous-mêmes au travers de notre parcours scolaire ces conceptions du monde. Donc la notation, finalement, elle interroge tout ça. C'est-à-dire la question, c'est pourquoi est-ce qu'on note à l'école ? Est-ce que la note ou le petit symbole ou la petite couleur qui va adoucir peut-être le verdict de la note, mais qui revient au même, est-ce que la note dit la vérité sur la capacité de quelqu'un, sur le savoir de quelqu'un ? Par ailleurs, ça définit un état, bien souvent, quelque chose qui est assez définitif, où l'apprentissage n'est pas pensé comme quelque chose de progressif, donc dont le cours peut changer, peut varier, peut s'améliorer, ou se dégrader d'ailleurs au passage. Donc la question de la note, c'est finalement celle de la mission de l'école. Et tant que la note existera, il y aura des classements. Tant qu'il y aura des classements, il y aura des hiérarchies. Tant qu'il y a des hiérarchies, il y aura des tris. Il y aura des sections différenciées pour ceux qui ne peuvent pas suivre, etc., etc. Voilà. Donc c'est comme ça que j'avais envie de vous répondre, pas sur l'importance de la note chiffrée ou par compétence, mais en fait sur la mission de l'école, parce que c'est la question que ça pose finalement, cette question du décrochage qui est liée à cette école qui est devenue incontournable en fait.
est-ce que c'est lié à l'enfant ou est-ce que c'est lié au système scolaire? En fait, c'était ambigu. Donc en fait, peut-être que pour se protéger et pour se dire « Ah ben non, c'est pas nous, les politiques, on fait tout ce qu'on peut », eh ben on va aussi simplifier les choses en disant « Ben non, 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 c'est la faute des élèves ». Enfin, moi, je le vois aussi un peu comme ça. Oui, vous avez raison dans le sens où la psychologisation des contradictions, parce qu'en fait, ce sont des contradictions qui sont liées aux politiques de prolongation des scolarités dans des classes populaires. C'est une dépolitisation de cette question-là. Je suis d'accord avec vous. Au lieu de réinterroger le système scolaire, on porte la focale sur les élèves, sur les familles, sur l'environnement social et éventuellement sur des maladies. Le terme de médicalisation est utilisé, mais c'est vrai que c'est aussi une façon de naturaliser et donc de dépolitiser l'échec scolaire que de dire, mais regardez, on invente des 10 tous les 15 jours. La dyscalculie, ce sont des maladies scolaires. Hein, il y a eu des travaux là-dessus. Ce sont des maladies scolaires. Voilà, la dysorthographie, la dyscalculie, la dysphasie, tout ce que vous voulez. Et donc tous les élèves qui n'y arrivent pas sont dys quelque chose, voilà, ou déficients intellectuellement. Ouais, bon, voilà. Donc cette médicalisation, c'est vrai qu'elle dépolitise aussi, et sans doute qu'elle arrange beaucoup de monde. Parce que c'est vrai que ça fait l'économie d'une réflexion radicale, sans doute, sur un système et sur ses missions. Voilà, sur son fonctionnement qui veut que, par exemple, la médicalisation intervient dès qu'un gamin est en retard. Mais on oublie que cette question d'être à l'heure, c'est une question qui est historiquement produite, où on a progressivement considéré qu'il fallait qu'un niveau intellectuel corresponde à un âge qui, du coup, devait correspondre à une classe, etc. Mais quand on regarde historiquement, ça n'a rien d'une évidence, cela. Or, cette norme de temps de passage qui est à l'école est devenue finalement infamante pour plein d'élèves, puisque c'est à partir de cette norme qu'on va définir des précoces ou des attardés, et qu'on contribue effectivement à dépolitiser le problème en mettant la focale sur les individus en tant que tels et non pas sur la relation d'apprentissage. Et éventuellement sur des discriminations sociales qui sont quand même aussi responsables d'un écart aux logiques scolaires, de fait. Hein. Je voulais dire justement par rapport à ça, sur l'apprentissage de la lecture, tout le monde sait que l'apprentissage de la lecture se fait entre 5 et 8 ans. Or, en France, notre système, c'est on apprend à lire à 6 ans. Effectivement, comme ça a été dit, si on sait lire en grande section de maternelle, on est précoce. Si on n'a pas su lire au CP, on est en difficulté. Le cas d'Einstein était cité. Einstein était dyslexique. Il a appris à lire, je crois savoir, à 11 ans. S'il n'avait pas été dans son milieu social, mais qu'il avait été dans le système scolaire français, peut-être qu'on n'aurait pas connu le génie d'Einstein. C'est vraiment une sélection terrible de savoir ça. Hein. On a un système qui sélectionne socialement, hein, mais toutes les difficultés, on les médicalise et on obtient ce genre de choses. Sur la notation, je voulais dire simplement que ça continue, hein, la notation. On a des notations au centième. Hein. Bon, sur 20, on a un centième. On a 13,58. Voilà. Ça veut dire quand même que l'enseignant qui note sur, même si c'est le résultat d'une moyenne, 13,58 est persuadé qu'il a suffisamment été fin pour noter une personne de 1 à 2000. Parce que c'est ça. De 1 à 2000. Il faut être très, très, très fort quand même. Hein. Alors, maintenant, on a, au fil du temps, on fait quelque chose qui n'empêche aucunement la sélection sociale. Hein. Mais sur des bilans de compétences, c'est quand même plus intelligent, on va dire, que de savoir si on a cette compétence-là, si elle est acquise, en cours d'acquisition, si on peut... Bon, on arrive quand même à avoir quelque chose. Ça ne change rien. Hein. L'évaluation, c'est quand même un système qui s'est mis en place petit à petit, qui est énergivore et tout ça, et qui, a priori,
ne reste pas l'essentiel de l'enseignement, c'est quand même l'acquisition de savoir. Or, l'évaluation, c'est le constat. Et si on passe énormément de temps à évaluer, à savoir dans quelle classe on met tout ça, je pense qu'il y a une dérive qui est quand même très importante de notre système scolaire là-dessus. Si je peux juste dire... Dans le bouquin que j'ai fait avec Jean-Claude Croiset, qui est psychologue social, donc je travaille avec les psychologues sociaux, on utilise une métaphore qui est celle du vélo, et qui me paraît en fait assez mettre en évidence les logiques scolaires. Quand son gamin apprend le vélo, on n'a pas d'anxiété particulière par rapport à cet apprentissage du vélo. Si votre enfant fait du vélo très très tôt, plutôt que les autres, du genre à 3 ans, bon, on n'en fait pas une fierté particulière. On va se dire, ouais, mon fils, comme on va le dire par exemple pour un gamin qui sait lire très très tôt, on se dit pas, ouais, mon fils est un génie, il sait faire du vélo à 3 ans, ça ferait rigoler tout le monde. Mais à l'inverse, j'ai envie de dire que si mon gamin tombe du vélo, j'essaie de le consoler s'il s'est fait mal, en tout cas je le remets sur le vélo, voilà, et je ne doute pas du fait que tôt ou tard, il finira par faire du vélo. Voilà. Et tôt ou tard, il finit par savoir faire du vélo. Si le vélo s'apprenait à l'école, il est fort probable que des tas d'enfants n'arriveraient jamais à apprendre à faire du vélo. Parce que dès lors que, justement, il tomberait un peu tôt, un peu trop souvent, on se dirait « Ouh là là, celui-là, il a peut-être un problème. Il faut peut-être réfléchir à quelle est la nature de son problème. Peut-être qu'on lui ferait passer des tests, et peut-être qu'il y aurait une nouvelle maladie qui serait la dyscyclie, hein, avec des vélothérapeutes qui interviendraient pour essayer justement de trouver le remède. Je dis ça en rigolant, mais c'est exactement ce qui se passe dans l'école. Et on a l'air de considérer que la lecture n'est pas un apprentissage, etc. On dit 3-5 ans. Non, après tout, des gens apprennent à lire à 20 ans, à 30 ans, etc. Donc, on est extrêmement normatif, et l'école est extrêmement normative. Et voilà, et je pense qu'elle produit du non-apprentissage. Et là où je voulais finir, c'est que finalement, on peut dire aussi, parce qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, même si c'était implicite dans mon propos, c'est que l'école produit le décrochage, hein, et la déscolarisation. C'est l'école qui produit une bonne partie du décrochage, par exemple en mettant des élèves dans des voies de garage, en leur proposant non pas des activités de rattrapage scolaire, mais des activités de détour pédagogique, d'animation socio-éducative, qui de toute façon les conduisent à ne pas pouvoir réintégrer des classes ordinaires parce qu'ils ont décroché du programme. Donc l'école les fait décrocher encore plus que l'état des difficultés dans lesquelles ils se trouvaient lorsqu'il les oriente. Pardon. Alors, moi, je veux d'abord répondre au début de votre question, parce que je pense que certainement, je n'étais pas claire là, dans mon enthousiasme. Je me suis exprimée d'une façon qui a fait mélanger des choses différentes. L'orientation en SECPA, section d'enseignement général préparatoire à l'apprentissage, se fait à la fin de l'école élémentaire ou dans le cours du collège. D'accord ? Les exemples de dire on va faire un dossier ITEP, c'est dans le cas où on a affaire à des gamins qui sont visiblement n'ont pas de problème d'apprentissage, mais sont intelligents, on ne peut pas le contester, pareil, mais sont en explosion. Et donc, on va les renvoyer comme si, en explosion, parce que la pression scolaire est trop forte. Mais on va les traiter comme s'ils avaient des difficultés cognitives. D'accord ? Et ça peut arriver, entre autres, dans le cours du collège. Et la troisième chose, c'était les évaluations du cours, en début de cours préparatoire, qu'on veut évaluation diagnostique, c'est-à-dire destinée à aider l'enseignant pour pouvoir accompagner les apprentissages des élèves, mais qui, en fait, correspondent pas à un début d'apprentissage, ce qu'est normalement le CP. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, sur les migrants et l'orientation. Dans ma petite expérience, j'ai quand même vu
que, alors bon, beaucoup de migrants sont effectivement orientés vers ce qu'on considère souvent des voies de garage, d'accord? Mais le statut social des parents, au départ, et leur statut culturel intervient énormément. C'est-à-dire qu'en fin de troisième, j'ai vu orienter des élèves qui avaient de très grosses difficultés, orientés vers le lycée Balzac, lycée de centre-ville, qui a par ailleurs un enseignement de l'arabe, ce qui posait problème à la jeune fille, parce que dans son pays, l'arabe était précisément la discipline imposée qui la mettait en difficulté, elle a fondu en larmes. Mais néanmoins, on ne faisait pas obstacle à sa progression, parce qu'on voyait qu'il y avait ce qu'on appelle un capital culturel qui allait permettre la progression et l'adaptation. Par contre, les enfants d'ouvriers, c'est autre chose. Et puis, vous avez des populations extrêmement intéressantes. J'ai eu une élève africaine parlant 4 langues africaines qui a été orientée en fin de 5e en SECPA, qui était traitée comme vraiment en difficulté, etc. Sauf que elle fêtait tous les ans l'indépendance du Congo à l'ambassade de France. C'est-à-dire que cette pauvre gamine, elle était bien black, et on ne percevait pas qu'il y avait quelque chose au niveau du social. Vous voyez, donc, les situations scolaires, c'est, à mon sens, quelque chose de très complexe. C'est une autre question que je voudrais poser, puisque face aux difficultés réelles du système scolaire, parce que la massification que vous évoquiez fait que dans des classes, on peut avoir des situations extrêmement hétérogènes, va amener des familles à opérer des replis. Alors, vous avez les familles qui vont opérer des replis vers ce qu'on va appeler des réseaux, et Dieu sait que dans notre société, les réseaux sont extrêmement importants parce que c'est ce qui permet de trouver un bon stage, etc. Elles vont utiliser leur réseau pour quitter tel secteur scolaire, aller vers tel autre. Et puis, vous avez d'autres familles dont le réseau, on va l'appeler communauté. Parce que, quand on cherche l'entre-soi, ça dépend du soi qu'on est, en somme. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça devrait quand même aussi beaucoup nous interroger. Évaluation par compétence ou note. Personnellement, je pense que je suis très intéressée par tout ce qui est dit sur la constante macabre, c'est-à-dire qu'un bon enseignant, c'est celui qui arrive à avoir une moyenne de classe autour de 10, plus ou moins. Voilà. Quel que soit le niveau de la classe. Ce qui fait que, par exemple, quand on est au jury de CAPES, à un moment, on va vous demander de rabaisser les notes trop hautes, et puis on va vous demander de remonter les notes trop basses. Ça, c'est authentique. Voilà, non mais, jusqu'au CAPES. Ou le témoignage d'une collègue enseignante qui expliquait quelles avaient été ses stratégies scolaires et qui expliquait, à un moment, je me suis dit, je prends un bon lycée, Henri IV. Elle était très bonne élève, elle a été prise. Et puis, au final, elle dit, mais si j'avais choisi un lycée moins prestigieux, j'aurais eu, à la sortie du lycée, l'établissement que je voulais. Donc, voilà, à ce niveau-là, on se rend compte que les jeux sont complètement pipés, il faut savoir lire beaucoup de choses. Évaluation par compétence ou note. Par compétence, ça peut être bien, mais alors quand ça devient des usines à cases, et vous mettez des petites croix et sur des trucs de... à un moment, moi, je me demande, je n'étais pas enseignante sous la Troisième République dans le système primaire, mais j'ai connu les compositions trimestrielles dans toutes les matières. C'était des notes, elles étaient bonnes, c'était mauvaises, il y avait une part de... Mais tout au long du trimestre, notre enseignant, il nous évaluait, il nous guidait.
enfin, peut-être parce que j'ai eu de bons enseignants, et pour moi, l'évaluation, ça devrait être beaucoup plus, faire un retour aux élèves sur ce qui a bien marché, ce qu'ils peuvent améliorer, sans charger trop la mule. Et puis surtout, on finit par avoir une telle pression d'évaluation, une obligation d'évaluer, que moi j'aimerais bien qu'on évalue le temps qu'on passe à évaluer et la proportion que ça prend sur le temps qu'on passe à enseigner. Parce que c'est quand même extrêmement problématique. Et là, l'évaluation par compétence, si des enseignants s'en emparent correctement, ça peut leur permettre, au fur et à mesure, d'accompagner la progression sans passer, en observant leurs gamins. Ça dépend après de la pédagogie qu'on met en place. Je crois que c'est beaucoup une question de pédagogie. Tu peux mettre juste petite remarque. J'ai été prof aussi et je suis à la retraite depuis 7 ans. Bon. Donc depuis 7 ans, j'ai complètement décroché oui, je suis une décrocheuse, j'ai complètement décroché des exigences de l'enseignement. Et comme au réseau Éducation sans frontières, on fait des suivis quelquefois assez personnalisés de jeunes, il m'est arrivé tout à fait récemment d'essayer d'accompagner une jeune fille angolaise dans son passage entre la classe de première et la classe de terminale dans un lycée du département, spécialité cuisine. Bon. Et je lui ai dit, apportez-moi vos bulletins, je vais essayer de voir qu'est-ce qui peut aller, qu'est-ce qui ne peut pas aller, quels conseils on peut vous donner parce qu'elle avait le choix en classe terminale entre deux types de formation cuisine. Bon, je n'en dis pas plus. Et j'avais discuté avec la CPE du lycée avant, avec sa professeure principale. Donc, en principe, j'étais relativement apte à lui donner quelques conseils. Et donc, elle ne m'apporte pas ses bulletins scolaires à l'ancienne, comme moi, j'avais l'habitude de les remplir ou de les faire remplir par mon assistante, puisque je ne pouvais pas les remplir moi-même. Elle m'a apporté, chaque bulletin scolaire était un livret d'une dizaine de pages. Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle m'explique, c'est mon livret de compétences. Ah, donc moi, personnellement, pauvre code de prof à l'ancienne, j'ai regardé, je me le suis fait lire, ligne par ligne, j'en ai même scanné une partie pour que ma synthèse vocale puisse me les lire. Enfin, j'ai beaucoup travaillé sur cette histoire de livret de compétences pour y comprendre quelque chose. Au résultat des courses, je n'ai rien compris. Je suis donc dans l'incapacité, j'ai donc été dans l'incapacité de la conseiller. En réalité, elle a choisi, non pas sur des critères relativement intelligents, en orientation cuisine plus ou cuisine moins, elle a choisi en fonction de l'emploi du temps de ces deux sections. Bon, tant mieux, elle s'y retrouve. Je veux dire par là que si une personne comme moi-même, qui jusqu'ici ait la prétention d'être normalement constituée intellectuellement, ne comprend rien à ces trucs, qu'est-ce que vous voulez qu'elle y ait compris? Et surtout, qu'est-ce que vous voulez que ses parents y aient compris pour la conseiller? Son père et sa mère sont des gens absolument adorables qui essayent au mieux possible d'accompagner leur fille malgré les difficultés matérielles sans nom dans lesquelles ils se débattent, car toute la famille est réduite au statut de sans-papier depuis déjà plusieurs années. C'est une des raisons, je pense, non seulement du décrochage, mais de cette manière dont fonctionne l'orientation. Vous avez certaines familles qui sont aptes à élaborer des stratégies, comme l'expliquait Dominique. Vous avez d'autres familles, comme disait le rapport Tello, les familles éloignées de l'école, qui sont évidemment dans la totale incapacité d'élaborer ce type de stratégie. Et encore une fois, ça devient tellement sophistiqué, tellement pointu,
que même un prof formé à l'ancienne dans mon genre, même nous, on n'y arrive plus. Autrement dit, les compétences, c'est évidemment les compétences du prof, qui sait remplir ou pas les cases, c'est les compétences de l'élève, c'est les compétences des parents. Toute la société française est embarquée dans cette course à la compétence qui est typique de ce qu'on appelle l'égalité des chances, qui pour moi est le contraire de l'égalité. L'égalité des chances, c'est le loto. 100% des gagnants ont tenté leur chance, comme dit la pub. Ben oui, hein, sauf qu'il y en a 99% qui n'ont pas gagné. Personnellement, égalité des chances, j'évite d'employer le terme. Pour moi, c'est le contraire de l'égalité. S'il y avait une vraie égalité, y compris les familles pourraient être à même de comprendre ce qui se... Et je ne parle pas de familles qui ne comprendraient pas le français. Hein. L'exemple dont je vous donne, cette jeune Angolaise, elle parle 4 langues, Sarah. Ça n'est absolument pas, ça n'a jamais été un plus dans sa scolarité, le fait qu'elle parle 4 langues. Elle parle le portugais, elle parle l'italien, elle parle l'anglais et elle parle très bien le français. Vous en connaissez beaucoup des jeunes filles de 17 ans qui ont ces compétences-là, que l'on ignore complètement parce que ça ne rentre pas dans les grilles d'évaluation. C'était celui que tu craignais ? Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Je voudrais savoir ce que vous pensez des écoles un petit peu alternatives comme Montessori, par exemple. Et est-ce que vous pensez que ces écoles, elles pourraient permettre de pallier aux inégalités entre les élèves ? Bon, moi, je veux bien essayer de me lancer dans une réponse tout en disant que je n'ai pas la compétence, je n'ai pas été formée Montessori. D'accord ? Ça, c'est une première chose, donc ça relativise tout à fait ce que je vais dire. Je ne connais pas l'histoire de Maria Montessori. J'ai utilisé en tant que mère un petit peu un certain nombre de principes parce que je fais partie de ces classes, vous savez, qui font que leurs enfants arrivent un peu préparés à leur école, à l'école. Hein ? Bon. Ce qui m'inquiète, moi, c'est 2 choses. Je pense que Maria Montessori, en soi, c'était une pédagogue. Voilà, bon. Mais il faut savoir quand même, ma voisine me souffle qu'au départ, c'était un médecin. Hein, d'accord ? Bon, quand on dit il y a médicalisation, déjà. Bon. C'est une chose. La deuxième chose, pour moi, qui me fait m'inquiéter, c'est l'importance du Montessori Economic System. Ça, parce que allez voir, hein, à Nature et Découverte ou chez Cultura ou tout ça, le prix que ça coûte. En plus, on ne sait même pas si c'est vraiment Montessori, enfin étiqueté par la dame. Ensuite, il y a autre chose. Mathias parlait du renvoi à l'individu. Dans le système scolaire, on est constamment obligé, et même quand on essaie de se faire une idée sur le système scolaire et les inégalités, de faire un pont entre l'individu et le global. L'individu et la classe, l'individu et les apprentissages et les savoirs, et l'école, la société, etc. Et en fait, on va dire, quand on psychologise, je suis d'accord avec le diagnostic de Mathias, c'est un problème, sauf qu'à l'échelle de l'individu, je vais être obligée de prendre en compte. Montessori, dans ce que j'en ai compris, survalorise l'individu. Moi, j'ai ce sentiment-là. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose qui me pose problème par rapport à la dimension de socialisation que doit remplir l'école. Troisième phénomène,
la vague Montessori a été lancée par un bouquin à grand succès, un succès de librairie, vous savez, style succès d'entrée. J'ai enseigné, ils réussissaient tous. Ouais. Mais une fois que j'ai constaté que je les faisais tous réussir, je démissionne. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, j'ai obtenu des moyens alors que mes collègues à côté, Tintin. Parce que derrière son expérience, il y avait des moyens financiers qui n'étaient pas neutres, qui n'étaient d'ailleurs pas neutres politiquement. Alors voilà, moi, je ne veux pas condamner une pédagogie que je ne connais pas, mais face à la vague, là, voilà, c'est tout. Parce que j'ai des petits-enfants qui ont été sur le primaire, pas sur le primaire, sur la maternelle et jusqu'au CP, sur une école Montessori. Alors c'était dans la Drôme. Et qui du coup, alors il y a effectivement des programmes, mais c'est effectivement beaucoup plus lié à des découvertes, à des activités. Et là, je ne suis pas d'accord sur le fait que ce ne soit pas, qu'ils ne se sociabilisent pas, puisque en fait, si, ils se sociabilisent bien plus que dans une maternelle où ils sont tous assis, mais bon, c'est plus autour de l'activité et autour d'apprentissages qui sont en rapport avec leur centre d'intérêt. Ceci dit, le problème se posait quand ils vont prendre après, quand ils vont revenir sur le système classique. En fait, j'ai un petit-fils qui est rentré en CP là, qui a fait l'école Montessori sur la maternelle. J'ai une petite fille du même âge, puisqu'ils ont 2 mois de différence, qui, elle, a été en maternelle ici à Tours classique, et qui donc est en CP. Alors effectivement, la différence, c'est que celle qui a fait la maternelle classique, elle sait parfaitement son alphabet, elle commence effectivement à associer des mots, etc. Au bout de 2 mois, en fait, celui qui a fait l'école Montessori et qui n'était pas du tout au même niveau, puisqu'en fait, il n'avait pas cette base-là, en fait, il a tout rattrapé. Et ils en sont au même niveau maintenant. D'où, en fait, ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur l'évolution des enfants, c'est qu'à un moment donné, il y a... Et en plus, j'ai alors un autre petit-fils, lui, qui est rentré en CE1 dans l'école classique. Et donc, ils ont fait une évaluation sur le premier trimestre pour voir où il en était. Et il avait, en fait, des non-acquis partout. Au mois de janvier, il avait récupéré tous les acquis. Il y a eu une autre évaluation, et il avait récupéré tous les acquis. Donc, à un moment donné, on ne peut pas... je veux dire, les enfants sont... Moi, ce qui m'étonne, en fait, dans le système scolaire actuel, c'est qu'il y a des expériences qui se font un peu partout. On parle de classe pilote, mais en fait, l'évaluation, là, elle en est où? Parce que même quand c'est bénéfique, en fait, jamais c'est comment dire, exploité. En fait, ça reste des expériences. Donc, quel est l'intérêt de faire des recherches, de faire des classes pilotes pour savoir si ça fonctionne mieux ou pas mieux, puisque, en fait, même quand ça fonctionne, eh ben, on ne le met pas en pratique ailleurs. Non, tu disais, ils sont dans une école Montessori. Je suppose que l'école a un projet pédagogique global, que les enseignants ont eu des formations, etc. Mais se lancer en pédagogie Montessori, ah tiens, j'ai entendu que c'était bien, j'ai vu du matériel et j'essaye de bricoler sans la formation ad hoc, c'est autre chose. Quand on voit non seulement le problème de l'absence d'évaluation, effectivement, des expérimentations réelles, et puis les difficultés, pour ne pas dire l'inexistence de la formation et de la formation continue, c'est un problème. Mais ceci dit, ton image de la maternelle où ils sont tous assis, là aussi, c'est des choses qui font débat.
parce que tu as, parmi les enseignants de maternelle, il y a vraiment de grosses tensions pour trouver où placer le curseur en ce qui concerne la maternelle, entre le développement personnel de l'individu, tu vois, c'est d'abord un enfant, et puis ce qu'on appelle la scolarisation de la maternelle. Et puis, comme c'est un phénomène de curseur, tu l'as à un bout et tu l'as sur toute la ligne. Ben, bien sûr. Pas seulement, enfin, c'est des questions de formation. Et le problème est, tu as par exemple des enseignants qui vont se former en adhérant à un mouvement pédagogique. Je peux te citer soit l'ICEM et la pédagogie freinée, soit le GFEN, soit le CRAP cahier pédagogique. Et dans tous ces cas-là, même que ce soit de la maternelle à l'université, il y a des réflexions pédagogiques qui font que d'éviter d'être dans la reproduction simple de ce qu'on a connu quand on était soi-même gamin, tel qu'on se le représente en plus, parce qu'on n'a pas vu quel était le projet de l'enseignant, ce qu'il avait réellement construit. On le voit avec nos yeux. Si je peux juste dire une chose, je ne suis pas du tout non plus compétent sur Montessori, donc je vais pas trop m'étendre là-dessus. Mais ce que je voulais vous dire, c'était d'une part, pour évaluer, par rapport aux exemples que vous preniez, vos exemples personnels, pour évaluer l'efficacité d'une pédagogie, il faudrait pouvoir raisonner un peu toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que ce qui agissait dans les acquisitions de vos petits-enfants, etc., ce sont tous les présavoirs dont ils pouvaient disposer par socialisation familiale. Et donc, on ne peut pas en déduire automatiquement que c'est un effet de la pédagogie Montessori dans laquelle ils ont été scolarisés. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, par rapport à la lutte sur les inégalités sociales, c'est que ce que les travaux tendent à montrer, c'est qu'en général, les pédagogies alternatives sont portées et attirent certaines catégories de la population, et notamment celles qui ne se retrouvent pas dans une école qu'elles peuvent trouver un peu trop rigide et qui ne favoriseraient pas justement l'épanouissement de l'enfant, l'affirmation de son originalité, etc. Et donc ce sont aussi des pédagogies alternatives qui sont situées socialement, et souvent plutôt vers les catégories intermédiaires et supérieures. C'est-à-dire que c'est surtout ces enfants-là qu'on y trouve. Et ça a un coût en plus, vous avez raison. Et puis par ailleurs, dernière chose, c'est que ce sont des pédagogies, pour ce j'en sais, qui enseignent moins. C'est-à-dire qu'ils font moins la leçon pour faire... même si une bonne partie de l'école a renoncé à faire des leçons et à enseigner de façon explicite et systématique, ce qui n'est pas sans poser plein de problèmes. Or, du même coup, ce sont des pédagogies qui s'appuient sur ce que savent faire les enfants, sur ce qu'ils font, donc sur des pré-savoirs, donc sur des choses qui ne sont pas enseignées, et qui, par ce fait même, ont toutes les chances d'être les plus inégalitaires si on les laisse fonctionner comme telles, puisque précisément, ceux qui vont en bénéficier sont ceux qui peuvent s'appuyer sur des pré-savoirs qu'ils ont construits ailleurs, voilà, et qu'ils peuvent entraîner ensuite dans la classe. Mais voilà. Donc j'aurais aussi, moi, des réserves en tant que sociologue là-dessus. Oui, bien sûr. On peut aussi essayer de voir en termes de contenu et en termes de relation à l'enfant et bien sûr, bien sûr. Ce que ça leur apporte et ce que ça ne leur apporte pas. Parce que, je veux dire, si ça rapporte aux uns, je veux dire, ça peut être aussi, ça peut apporter aux autres. Et à ce moment-là, effectivement, on ne comprend pas pourquoi est-ce que ce ne serait pas mis à disposition du plus grand nombre. Oui, je dirais qu'il faudrait surtout réfléchir sur les contenus et les formes d'apprentissage de l'école telle qu'elle est et qui scolarise la plupart de nos enfants. Voilà, il faudrait déjà reprendre ça, me semble-t-il. Moi, je suis d'accord avec la dernière phrase, mais il y a quand même quelque chose qui me fait réagir, c'est l'école a renoncé à enseigner. Et là, ça mérite... c'est pas une phrase qu'on peut lancer comme ça, parce que souvent, ça va renvoyer à
où est le magistral d'antan, le cours magistral d'antan. Voilà. Alors je précise peut-être. Je crois que c'est important de le préciser. Je ne dis pas qu'il faut retourner au magistral ou à la leçon magistrale et qu'en soi-même c'est mieux. D'ailleurs, on peut penser que il n'y a pas forcément des pédagogies qui sont toujours meilleures que d'autres. Enfin, tout dépend comment elles sont travaillées et mises en œuvre. Non, l'école a beaucoup ringardisé la discipline scolaire, les savoirs scolaires, au profit d'ailleurs souvent, justement, on parlait des compétences, de savoirs qui sont manipulés ou qui sont discutés ou qui sont dialogués, avec des démarches qui se veulent plus inductives, avec le souci justement de prendre en compte les différences entre les élèves, de partir des élèves, de ce qu'ils savent, de faire remonter un peu les choses, et pour que les élèves reconstruisent leur propre savoir, reconstruisent les savoirs par eux-mêmes, découvrent les savoirs par eux-mêmes, etc. Et on trouve ça finalement aux différents niveaux du cursus scolaire. On va retrouver ça en maternelle, je sors d'une enquête là-dessus, c'est typique, on met les élèves en activité, on leur dit voilà comment il faut qu'ils fassent ce qu'on veut leur faire faire, mais on ne leur dit pas qu'ils sont en train d'apprendre et ce qu'ils sont en train d'apprendre. Donc les élèves font des activités, mais sans forcément avoir conscience qu'ils apprennent quelque chose, un savoir en particulier, et quel savoir en particulier. Et du coup, il y a un peu cette idée d'un apprentissage spontané qu'on va retrouver aussi plus tard, c'est-à-dire au collège, parfois même au lycée, et pourquoi pas, peut-être, mais de façon moins marquante, dans les universités. Donc, quand je dis renonce à enseigner, c'est qu'elle passe beaucoup de temps, d'une part, à des formes de transmission qui sont très implicites, et qui souvent tendent, vous citiez les travaux d'Escol, mais je crois qu'ils les montrent très très bien, favorisent les initiés, les connivants culturels, c'est-à-dire ceux qui vont comprendre que derrière l'activité qu'on fait faire, en fait, il y a un objectif de savoir précis qui est lié à une discipline, c'est-à-dire à des savoirs qui ont des logiques particulières qu'il s'agit de maîtriser, etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que des élèves qui ont des difficultés, dès qu'elles persistent un peu, ces difficultés, dès qu'elles sont un peu récurrentes, on ne va pas interroger la relation scolaire et sa particularité, c'est-à-dire la norme qu'elle porte en termes d'apprentissage, et donc travailler sur le scolaire. On va renvoyer ces enfants sur du psychologique, sur du médical ou sur des activités de type socio-éducative qui finalement contribuent à faire décrocher encore plus les élèves des apprentissages avec lesquels ils peuvent être en difficulté. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que l'école a un peu renoncé à enseigner, c'est-à-dire qu'elle est sans doute, en France en particulier, si elle s'avère être très inégalitaire, ce qui est quand même dramatique compte tenu de l'accumulation des travaux depuis des décennies là-dessus, c'est sans doute parce qu'elle propose des formes d'apprentissage qui sont très iniques, justement, c'est-à-dire qui s'appuient beaucoup sur la connivence culturelle et qui, du même coup, ne permet pas à certains élèves éloignés de l'école, justement, de s'approprier les savoirs.